Le 11 septembre 1297, 6000 fermiers et hors-la-loi écossais furent confrontés à la menace. 12 000 des meilleurs guerriers d'Angleterre se rassemblèrent sur un étroit pont de bois. Au coucher du soleil, la puissante armée anglaise gisait anéantie. Des milliers d'hommes se noyèrent dans le fleuve et la peau de leur commandant allait devenir une ceinture. C'est ainsi que des paysans ont brisé un empire. 2 cavaliers de large, c'est tout. Un pont si étroit qu'il condamnerait une armée entière. Le destin de l'indépendance écossaise et l'avenir même de la Grande-Bretagne ne seraient pas décidés par de nobles chevaliers, mais par des hommes du peuple, armés d'outils agricoles, affrontant la plus grande machine militaire de l'Europe médiévale. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment William Wallace a fait de la géographie une arme, pourquoi des chevaliers entraînés se sont noyés dans leurs propres armures, et comment la cupidité d'un percepteur d'impôts a conduit à l'humiliation militaire la plus extrême de l'histoire anglaise. Vous découvrirez les calculs mathématiques mortels qui ont transformé un goulot d'étranglement en un véritable abattoir. Pourquoi le commandant anglais a ignoré une stratégie alternative parfaite, et le sort macabre de Hugues de Cressingham, qui a choqué l'Europe médiévale. Pourquoi Wallace a-t-il attendu si longtemps avant de tendre son piège? Qu'est-ce qui a rendu le pont un point de rupture au moment crucial? Comment le meurtre d'un noble mineur à Lanark a-t-il pu mener à cette situation? Comment des paysans avec des lances peuvent-ils vaincre des chevaliers en armure? Pourquoi des soldats professionnels sont-ils tombés dans un piège aussi évident? Le destin de l'Écosse, sur 700 ans, reposait sur 18 mètres de bois pourri. La vendetta personnelle entre Wallace et Cressingham allait se terminer d'une manière qui rendrait malades même les guerriers les plus endurcis. Permettez-moi de vous situer le contexte. Le jour où les outils agricoles ont vaincu l'acier, Édouard Ier a gagné son nom, le marteau des Écossais. Il s'attaqua d'abord au pays de Galles. Lorsqu'il tourna son attention vers le nord, l'Écosse trembla. Le massacre de Berwick révéla ses intentions. Même les prêtres moururent en hurlant. En une seule journée, l'armée d'Édouard a tué 7500 civils. Le message était clair, se soumettre ou périr. Mais voici ce que les Anglais ignoraient. De cette brutalité émergèrent 2 champions improbables. William Wallace, le chevalier hors-la-loi, a vu des soldats anglais assassiner son père. Andrew Moray, le phénix du Nord, vit ses terres confisquées par des nobles étrangers. Aucun des deux n'était destiné à commander des armées. Wallace appartenait à la petite noblesse, au meilleur des cas. Moray à peine plus. Pourtant, ces deux-là pourraient unir une nation brisée. Hugues de Cressingham, le trésorier d'Édouard en Écosse, incarnait tout ce que les Écossais méprisaient. Obèse et visiblement corrompu, il imposa des taxes aux églises écossaises pour financer les guerres anglaises. Il s'enrichit considérablement tandis que des enfants écossais mouraient de faim. Les chroniqueurs le décrivent comme un homme à la langue bien pendue et cruelle. Un homme qui appréciait l'humiliation plus que l'argent. L'humiliation liée au rôle de chiffonnier avait brisé la fierté écossaise. Chaque noble était contraint de signer, reconnaissant Édouard comme suzerain. Ceux qui refusaient perdaient tout. L'Écosse semblait condamnée à perdre son indépendance. Jean Balliol, leur roi, était emprisonné à la Tour de Londres. Pas de leadership, aucun espoir, aucun avenir. Puis la physique a pris le dessus. Le soulèvement de Wallace. Tout a commencé par une vengeance personnelle. En mai 1297, il a tué William Heselrigg, shérif de Lanark, qui avait assassiné la femme de Wallace. Ce qui avait commencé comme une vendetta se transforma en révolution. Les paysans prirent parti. Des forgerons fabriquèrent des pointes de lance. Des hors-la-loi surgissaient des forêts. Moray souleva simultanément le Nord. Son génie tactique complétait le charisme de Wallace. Ensemble, ils remportèrent de petites victoires. Les victoires s'enchaînaient, l'élan se faisait sentir. En septembre, ils contrôlaient tout au nord du fort. Mais contrôler la campagne ne signifiait rien s'ils ne pouvaient pas affronter les armées d'Édouard en bataille rangée. La riposte anglaise fut massive. John de Warenne, comte de Surrey, mena les troupes vers le nord. Vétéran des campagnes galloises, Surrey savait comment briser des rébellions. Avec lui vint la puissance de l'Écosse occupée. Les nobles qui s'étaient soumis à Édouard étaient désormais contraints de se battre
contre leurs compatriotes. Mais comment des hors-la-loi et des fermiers peuvent-ils défier un empire? L'armée rassemblée à Stirling était un chef-d'œuvre de mécanique militaire médiévale, composé de 2000 cavaliers lourds, des chevaliers portant une armure d'acier et 8000 fantassins, soldats professionnels entraînés au combat en formation. Les archers gallois à l'arc long, tout juste auréolés de la conquête de leur patrie, visaient désormais l'Écosse. Les effectifs approchèrent les 12 000 hommes. La suite des événements fut déconcertante pour toutes les règles de la guerre médiévale. Les statistiques de poids à elles seules parlaient d'elles-mêmes. Un chevalier à cheval en armure complète portait 250 kilos au total, armure, armes, monture. Leurs destriers, d'imposants chevaux de guerre, pesaient 680 kilos. Sur la terre ferme, cette combinaison était irrésistible. Mais l'élan est un maître impitoyable. Les Écossais avaient mis au point une nouvelle formation, les Chiltrons. Ces formations circulaires de lanciers, véritables hérissons de la mort, s'étendaient sur des lances de 12 à 14 pieds, en veste 4 mètres. Alors que l'épée d'un chevalier anglais atteignait peut-être 6 pieds, les lances écossaises créaient une zone de tir 2 fois plus longue. Des hommes du peuple se tenaient debout ensemble. Ils pourraient créer un mur impénétrable de pointes d'acier. Wallace et Moray positionnèrent leurs forces sur Abbey Craig, une formation rocheuse volcanique au nord du pont. De cette hauteur, ils pouvaient compter chaque rivet des armures anglaises. La pente offrait l'élan idéal pour la charge. L'étroitesse de l'accès au pont créait un entonnoir naturel. La géographie devint une arme pour les Écossais. Les mathématiques étaient impitoyables. Surrey était confronté à une crise de commandement. Hugh Cressingham, en tant que trésorier, contrôlait les cordons de la bourse. Chaque jour de retard coûtait de l'argent. Nourrir 12 000 hommes épuisa les ressources écossaises d'Édouard. Cressingham insistait pour une attaque immédiate. Surrey, le commandant expérimenté, voulait faire une reconnaissance pour d'autres idées. Un chevalier écossais au service de l'Angleterre, Sir Richard Lundy, fournit des renseignements cruciaux. Il connaissait un gué à Drip où 60 cavaliers pouvaient traverser de front. Toute l'armée pourrait traverser en quelques heures, prenant Wallace à revers. Surrey a pris cette position au sérieux, mais Cressingham a explosé de rage. Plus de retard signifiait plus de dépenses. Mais Wallace avait calculé autre chose. Les négociations d'avant-bataille ont révélé les enjeux. Surrey envoya des frères dominicains pour proposer des conditions. La réponse de Wallace a fait écho de l'autre côté de l'eau. Dites à votre commandant que nous ne sommes pas ici pour faire la paix, mais pour combattre, nous défendre et libérer notre royaume. Qu'ils viennent et nous le leur prouverons jusque dans leur barbe. Les forces écossaises comptaient entre 6 000 et 8 000 hommes, principalement de l'infanterie. Ils disposaient de peu de chevaux, d'une armure minimale et des armes souvent improvisées à partir d'outils agricoles. Logiquement, ils auraient dû être abattus. Les soldats professionnels méprisaient cette armée de racailles. C'est là que la situation devient véritablement absurde. Le 10 septembre se passa en attente intense. Surrey tint un conseil de guerre. Lundy préconisa d'utiliser le gué. Cressingham accusa Surrey de lâcheté, déclarant « Nous gaspillons l'argent du roi à faire attendre cette populace. Il faut frapper maintenant et les disperser comme de la paille. » L'honneur personnel se mêlait désormais aux décisions tactiques. Surrey, blessé par les accusations de lâcheté, fit un choix qui le hanterait à jamais. Il traverserait le pont à l'aube. 2 par 2, les chevaliers traversaient 18 mètres de pont grinçant. L'armée devait se reformer sur la rive nord avant de progresser. Wallace observait depuis Abbey Craig. Chaque détail était parfait. Les terres marécageuses de part et d'autre de la tête de pont nord piégeraient la cavalerie. L'étroite chaussée, au-delà, empêchait un déploiement rapide. Ces hommes attendaient dans les bois, invisibles d'en bas. À l'aube du 11 septembre, le piège était tendu. À 5 heures du matin, des tambours anglais ont déchiré le silence. Un brouillard s'éleva du fort, enveloppant les deux armées d'une obscurité grise. Le pont surgit du brouillard, tel un chemin vers la ruine. 18 mètres de long, 1 à 80 mètres de large. De larges planches de bois craquaient sous leur propre poids. Les 60 secondes suivantes allaient hanter Surrey à jamais. Les statistiques de traversée étaient impitoyables. 2 cavaliers toutes les 30 secondes. À ce rythme, déplacer 2000 cavaliers mettrait plus de 8 heures.
L'infanterie pouvait se déplacer plus rapidement, 4 hommes de front, mais se heurtait toujours au goulot d'étranglement. Un calcul simple que tout commandant aurait dû reconnaître. Les éclaireurs de Wallace ont signalé que les premiers cavaliers avaient franchi le pont à 5h30 du matin. Des chevaliers anglais en armes de combat complètes, lances, boucliers verticaux, ornés des 3 lions d'Angleterre. La structure en bois s'affaissa visiblement sous le poids de chaque destrier. Les planches conçues pour le passage des charrettes supportaient désormais des chevaux de guerre et de l'acier. Mais la rivière en avait décidé autrement. Le fort était profond à cet endroit, atteignant 4,5 mètres au niveau des piles du pont. Le courant, gonflé par les pluies de septembre, tirait fortement vers l'est. Tout homme qui chuterait ferait face à une crise immédiate. Une armure ne flotte pas. Le poids qui protégeait sur terre était une condamnation à mort dans l'eau. Heure après heure, la traversée continua. 6 heures, 200 hommes. 7 heures, 500. 8 heures. 1000 hommes se rassemblèrent sur la étroite bande de terrain au nord du pont. Les zones marécageuses limitaient leur déploiement. La procédure standard exigerait de sécuriser les hauteurs avant de poursuivre. Mais Cressingham lança une offensive depuis la rive sud. Puis retentit le son qu'aucun commandant ne souhaite entendre. Des cornemuses écossaises, faibles mais menaçantes. Les hommes de Wallace s'agitaient aux abords d'Abbey-Craig. Pourtant, ils n'attaquèrent toujours pas. Les chevaliers anglais prirent confiance, pensant que les Écossais étaient lâches. Plus de cavaliers ont traversé. 9 heures, 2000. 10 heures, 3500. Ce que Surrey vit ensuite le brisa. Il resta sur la rive sud, observant son armée se nourrir dans le terrain de chasse de Wallace. Son œil expert reconnut le piège, mais la pression politique de Cressingham et ses propres forces engagées ont empêché le retrait. Une fois la traversée entamée, s'arrêter est un signe de faiblesse. À 11h00, 5000 soldats anglais se pressaient sur la rive nord. La cavalerie lourde en tête, l'infanterie entassée derrière, les archers peinaient à trouver des positions de tir dégagées. Le sol marécageux engloutissait les sabots des chevaux. La discipline de la formation s'effondra sous la pression des corps. Wallace observa, attendant. Ses commandants s'impatientaient. « Maintenant » demandèrent-ils. « Pas encore » répondit-il. « Laissez-en davantage traverser, laissez-les se serrer davantage, que la confiance se mue en arrogance. » Les Anglais commencèrent à avancer vers la base d'Abbey-Craig, exactement comme prévu. Voici le détail que les chroniqueurs ont tenté de dissimuler. Certains soldats anglais ont fait part de leur malaise. Le pont grinçait sans cesse. Les chevaux hennissaient nerveusement, pressentant un danger que leurs cavaliers ignoraient. Quelques chevaliers suggérèrent de s'arrêter jusqu'à ce que davantage de force ait traversé. Cressingham lui-même venait de monter sur le pont, son poids excessif faisant plier visiblement les planches. Mais les chevaliers qui se noient émettent un son particulier. À 11h15, avec Cressingham à mi-chemin et 5000 soldats anglais massés sur le champ de bataille, Wallace jugea que le moment était parfait. L'avant-garde anglaise s'était suffisamment éloignée du pont pour empêcher une retraite rapide. L'étroitesse du terrain ferme empêchait une formation de combat correcte. Des nageurs écossais avaient passé la nuit dans l'eau, cachés parmi les piles du pont. Leur rôle, affaiblir les supports clés au signal. L'eau froide du fleuve en septembre les avait presque engourdis, mais ils attendaient. Tout dépendait du moment. Les calculs mathématiques d'un massacre étaient simples. 5000 hommes dans un espace prévu pour 1000. Une cavalerie incapable de charger dans la tourbière. Une infanterie incapable de former des rangs. Des archers sans champ de tir dégagé. Face à eux, 6000 Écossais, campés sur leur position, tirant parti de la gravité et de leur élan. Wallace sortit de sa cachette et leva son épée. Le soleil, perçant enfin la brume, fit briller la lame. Tous les regards écossais se fixèrent sur ce point lumineux. Même les soldats anglais au loin sentaient le poids du moment. « Il bouge !» les éclaireurs anglais hurlèrent. Mais, coincés dans ce goulot d'étranglement marécageux, l'armée ne put réagir correctement. Les chevaux tournaient en rond. Les fantassins trébuchaient les uns sur les autres. Les officiers criaient des ordres contradictoires. Mais la géographie ne prend pas parti.
Alors que les forces écossaises déferlaient sur les pentes d'Abbey-Craig, les Anglais furent confrontés à une terrible réalité. Le pont derrière eux, leur seul moyen de retraite, ne pourrait gérer 2 chevaux fuyant aussi lentement que 2 chevaux avançant. Les mathématiques étaient devenues leur ennemi. Puis Wallace abaissa son épée et l'enfer se déchaîna. La charge contre Abbey-Craig fit trembler la terre. 6000 Écossais, dévalant à toute vitesse une pente volcanique, beaucoup pieds nus pour une meilleure adhérence, hurlant des cris de guerre qui ne formaient plus qu'un rugissement terrifiant. Le sol trembla sous leur poids combiné. Les chevaux de guerre anglais, dressés pour le combat, s'effrayaient devant le mur humain qui approchait. Ce qui suivit n'était pas une bataille. C'était de la géométrie. Les schiltrons frappèrent les premiers. Ces formations circulaires de lanciers, chacun brandissant une pique pointée vers l'avant, formaient une haie de mort. Le premier chevalier anglais à les rencontrer fut Sir Marmaduke Twenge. Son destrier, ne voyant aucune brèche dans le mur de lance, tenta de se retourner. Trop tard. Plusieurs pointes de lance transpercèrent simultanément le cheval et son cavalier. Le cri de mort de Twenge se mêla à celui de sa monture. Mais l'élan est un maître impitoyable. La cavalerie anglaise, trop serrée pour manœuvrer, était impossible à éviter. Des chevaux s'empalèrent sur des lances écossaises. Des chevaliers tombèrent de leur selle dans la boue, leur carapace de 30 kilos les transformant en tortues en difficulté. Les soldats écossais se déplaçaient parmi eux, poignards à la main, trouvant des failles dans leurs armures, aisselles, aines, œillères. Dans cet espace étroit, seules les premières lignes anglaises pouvaient se battre. Mais les lances écossaises atteignaient 3 rangs de profondeur. Pour chaque épée anglaise, 3 pointes de lance répondaient. Le marais s'agrippa aux sabots des chevaux, dérobant à la cavalerie son plus grand atout, la mobilité. En quelques minutes, l'élite de la chevalerie anglaise était en train de mourir dans la boue écossaise. C'est là que ça devient vraiment dingue. Les archers gallois à l'arc long, l'arme secrète de l'Angleterre, se retrouvèrent inutiles. Derrière l'infanterie, ils ne pouvaient pas faire de tir en cloche par-dessus leurs propres hommes. Les quelques-uns qui essayèrent frappèrent les Anglais dans le dos. Le terrain était trop restreint, les distances trop brèves. Leur arme redoutée devint un poids mort. Puis les lois de la physique reprirent le dessus. Cressingham, qui se trouvait encore sur le pont au début des combats, s'élança. Son poids colossal fit vaciller le pont dangereusement. Derrière lui, d'autres cavaliers tentèrent de traverser pour le renforcer. La structure, déjà affaiblie par les saboteurs écossais, gémit de façon inquiétante, mais la soif de gloire de Cressingham l'emporta sur la prudence. Soudain, un craquement semblable au tonnerre. La poutre principale du pont, fragilisée par des nageurs écossais, s'est brisée. Cressingham était juste au-dessus de la rupture. Pendant un instant, il sembla suspendu dans les airs, son expression passant de la rage à la terreur. Puis, la gravité l'emporta. La masse imposante du trésorier s'est écrasée à travers les débris de bois pour atteindre le fort. Les 60 secondes suivantes allaient hanter Surrey pour toujours. Le pont ne s'est pas complètement effondré. Pas encore. Il s'est affaissé, tordu, mais tint bon. Les chevaliers qui s'y trouvaient étaient confrontés à un choix impossible. Continuer vers une mort certaine, ou rebrousser chemin contre une pression d'hommes derrière. Les chevaux paniquèrent. Des hommes tombèrent. Des armures s'entrechoquèrent dans une cacophonie de terreur. Ce qui se produisit ensuite défia toutes les règles du Moyen-Âge. La guerre faisait rage, tandis que Cressingham luttait dans l'eau, son armure l'entraînant vers le fond. Des soldats écossais postés sur la rive observèrent la scène. Certains ont prétendu plus tard qu'il avait imploré de l'aide, offrant des rançons considérables, mais il s'agissait de mensonges pour des hommes qu'il avait affamés à coups d'impôts. Ils l'ont vu sombrer. Cela a duré 90 secondes. Se noyer sous une armure n'est pas rapide. Mais alors le pont, affaibli au-delà de toute résistance, s'abattit complètement. La section centrale, qui abritait des dizaines de chevaliers, s'écroula dans le Forth. L'éclaboussure fut énorme. L'eau jaillit en geysers, mêlée aux cris des hommes et des chevaux. Sur les 2 rives, des soldats cessèrent le combat pour contempler la catastrophe. Voici les détails que les chroniqueurs tentèrent de cacher. Des hommes en armure ne se contentent pas de couler, ils luttent. Des mains s'agrippent à des boucles jamais conçues pour être retirées sous l'eau. Des chevaux, puissants nageurs sans équipement, entraînent avec eux des cavaliers en armure.
Le Forth était rouge, mais pires encore étaient les bruits. Des gargouillis, des cris, le grincement de métal sur les pierres de la rivière, le silence étrange qui suit le remplissage d'un casque avec de l'eau. Le pont ayant disparu, les 5000 soldats anglais stationnés sur la rive nord firent face à l'anéantissement. Aucune retraite possible, aucun renfort à venir. Surrey observait, impuissant, depuis la rive sud tandis que son armée périssait. Certains chevaliers anglais combattirent héroïquement. La plupart tentèrent simplement de survivre. Les Écossais pressaient de toutes parts. Les lanciers maintenaient la formation, broyant inexorablement. Derrière eux, des soldats ordinaires, armés d'outils agricoles, de haches, de marteaux et de gourdins, achevaient les blessés. Des nobles anglais offrirent des rançons. Ce jour-là, aucune ne fut acceptée. Wallace avait prononcé l'interdiction. C'était la vengeance de Berwick. Des groupes de soldats anglais, désespérés, tentèrent de nager jusqu'au travers du Forth. Armures abandonnées, armes jetées au sol, ils entrèrent dans le courant. Les archers écossais, inférieurs aux archers gallois à l'arc long mais convenables à courte portée, les abattaient un par un. Leurs corps flottaient en aval pendant des jours. Mais les chevaliers qui se noient émettent un son particulier. Ceux qui continuaient à se battre entendirent leurs camarades dans l'eau. Le Forth, profond et puissant, devint une fosse commune. Les chroniqueurs estiment qu'il y avait 2000 hommes dans la rivière. Une centaine d'entre eux seulement atteignirent l'autre rive. Les autres nourrirent les poissons écossais. Ce que Surrey vit ensuite le brisa. Toute son avant-garde et son corps principal, 5000 soldats professionnels, mouraient et il ne pouvait rien faire. Certains commandants subalternes suggérèrent de forcer un autre passage en amont. Surrey refusa. Il avait déjà donné assez d'hommes à Wallace. Le comte, vétéran de dizaines de batailles, tourna son cheval vers le sud. Comme la résistance anglaise s'effondrait, les Écossais commencèrent à piller systématiquement. Chaque chevalier mort représentait des armes, des armures et des chevaux pour les rebelles mal équipés. Mais ils ont réservé une attention spéciale à un cadavre. Le corps de Hugh Cressingham, rejeté sur la rive en aval, fut ramené à Wallace. La géographie ne prend pas parti. Ces mêmes marais qui ont piégé la cavalerie anglaise ont entravé la poursuite écossaise. Wallace, voyant les troupes de Surrey battre en retraite, ne risqua pas de les poursuivre en désordre. Il avait gagné haut la main. Pourquoi tenter le diable? Le champ était à lui. L'Écosse était à lui. À la fin de l'après-midi, les pertes anglaises se montaient à près de 5100 morts, dont plus de 100 chevaliers, l'équivalent de millionnaires dans la guerre moderne, et des milliers de fantassins professionnels. Le cœur des forces d'occupation anglaises fut anéanti en 2 heures. Les pertes écossaises étaient d'environ 100 hommes, un ratio de 50 contre 1. Ce qui suivit allait bouleverser la doctrine militaire. L'ère des chevaliers invincibles prit fin sous 90 cm d'eau. L'infanterie armée de lances avait anéanti la cavalerie. Le terrain et la planification avaient triomphé des blindés et des traditions. Tout futur commandant étudierait le pont de Stirling. Comment la géographie devient une arme, comment l'orgueil devient un piège. Comme le dernier soldat anglais disparut sous les eaux pourpres, l'ampleur de la victoire était inimaginable. Les corps ne mentaient pas. Ils recouvraient la rive nord, flottaient dans le Forth, créaient un pont de chair là où le bois avait échoué. L'Écosse avait sa victoire. Mais à quel prix? Wallace ordonna qu'on écorche le cadavre de Cressingham. La peau du trésorier, symbole de l'emprise fiscale anglaise sur l'Écosse, fut découpée en bandes. Certaines devinrent des ceintures d'épée pour les dirigeants écossais. Wallace aurait fait transformer une plus grande pièce en baudrier. La guerre médiévale était connue pour sa brutalité, mais cela a choqué même les vétérans les plus endurcis. Puis retentit le son qu'aucun commandant ne souhaite entendre des rangs écossais. Un cri de chagrin. Andrew Moray, le phénix du Nord, avait reçu un coup de lance. La blessure semblait au départ bénigne. Mais la médecine de guerre médiévale considérait que les blessures mineures étaient souvent fatales. Moray persisterait 2 mois avant de mourir. L'Écosse perdait un tacticien de génie au moment même où la liberté l'appelait. La retraite de Surrey devint une déroute. Les garnisons anglaises disséminées en Écosse, apprenant l'existence du désastre de Stirling, abandonnèrent leur poste. Les soldats qui s'étaient pavanés comme des conquérants
s'enfuirent alors comme des voleurs. L'impact psychologique dépassa le militaire. Si des paysans pouvaient anéantir des chevaliers, quelle sécurité existait-il pour les occupants? Voici ce que personne ne vous dit à propos des ponts médiévaux. Le camp anglais abandonné a livré un trésor inestimable pour les Écossais. Des armes pour des milliers de personnes, des armures valant des fortunes, des chevaux de guerre, des vivres, de l'or et de l'argent. En quelques heures, les rebelles de Wallace ont récupéré du matériel d'une valeur d'années de raids. En quelques jours, Wallace était gardien autoproclamé de l'Écosse, dictateur militaire de facto. Un noble de second rang recherché pour meurtre régnait désormais au nom du roi absent. Il usait du pouvoir avec pragmatisme. Le château de Stirling, cette clé stratégique, s'est rendu sans siège. La domination anglaise au nord du Forth s'était évaporée. La nouvelle se répandit à travers l'Europe, l'infanterie vainquant la cavalerie. Impossible, et pourtant indéniable. Les théoriciens militaires s'efforcèrent de comprendre. La formation en schiltron fut étudiée, copiée, adaptée. L'ère de la suprématie de la cavalerie a commencé à s'effondrer à Stirling Bridge pour s'effondrer complètement plus tard à Courtrai, Crécy et Azincourt. Mais la rivière avait d'autres projets. Le Forth fut rouge pendant 3 jours. Les récits contemporains le confirment. Les pêcheurs ont cessé leur activité pendant des semaines. Des corps ont été retrouvés sur les plages jusqu'au large. Chaque cadavre en armure rappelait à l'Écosse son improbable victoire. Les prisonniers anglais, les quelques-uns capturés, parlèrent de la traversée comme d'un cauchemar devenu réalité. L'eau elle-même était devenue ennemie. Ce qui suivit hanta les chevaliers anglais pendant des générations. Édouard Ier, en campagne en France, accueillit le rapport de Surrey avec incrédulité, puis avec rage. Le marteau des Écossais avait été humilié par des hors-la-loi. Sa réaction serait terrible. En septembre 1297, l'Écosse était libre et Wallace était son libérateur. C'est ici que naissent les légendes. La propagande écossaise répandit immédiatement le récit. Les ménestrels chantèrent les exploits de Wallace le géant. La vérité, une planification tactique brillante exploitant les erreurs de l'ennemi, était, d'une certaine manière, moins satisfaisante que le mythe. Au-delà du bilan humain, il y avait la dévastation économique. L'Angleterre a perdu plus de capital militaire à Stirling Bridge que dans n'importe quelle autre bataille depuis Hastings. Mais Moray a payé le prix ultime. Sa plaie s'infecta. La médecine médiévale proposait des prières, pas des antibiotiques. Wallace venait le voir tous les jours, voyant son commandant en second s'éteindre. À la mort de Moray en novembre, l'Écosse perdit peut-être son meilleur général. Wallace avait le charisme et le courage. Moray possédait un don plus rare encore, le génie stratégique. Stirling Bridge est entré dans la légende. Avant que les corps ne refroidissent, des Écossais qui s'étaient cachés dans les collines ont émergé. L'armée de Wallace, galvanisée, s'enrichissait, mais des soldats expérimentés craignaient que l'Angleterre ne revienne. Édouard Ier n'a pas accepté l'humiliation. Le retour vengeur d'Édouard Ier entraîna des conséquences d'une brutalité sans précédent. À Falkirk, il briserait les schiltrons de Wallace. Wallace, capturé suite à une trahison en 1305, a subi une exécution dont l'horreur choqua les sensibilités médiévales, pendu, traîné, écartelé. Sa mort visait à effacer le souvenir de la victoire, mais elle a produit l'effet inverse. Wallace est devenu l'éternel martyr de l'Écosse, et Stirling Bridge son monument. Mais l'impact à long terme a dépassé les frontières de l'Écosse. La révolution militaire s'est propagée à travers l'Europe. Piquiers suisses, archers anglais, tous descendaient de ce pont étroit. Pendant 700 ans, chaque fois que l'Écosse a été confrontée à des difficultés insurmontables, le pont de Stirling a offert un espoir. L'impossible était déjà arrivé. Cela pourrait se reproduire. Des parallèles modernes éclairent des vérités anciennes. La guerre asymétrique utilisant le terrain et les faiblesses de l'ennemi. Le monument Wallace domine aujourd'hui Abbey Craig, marquant l'endroit où il a observé les forces anglaises se suicider. Les visiteurs voient l'emplacement du pont, maintenant à sec. Le mémorial abrite l'épée supposée de Wallace. Encore un mythe ou une vérité accablante? Mais les chevaliers noyés font un son particulier. Ce son résonne à travers l'histoire. Chaque désastre militaire où la fierté rencontre la planification, où l'hypothèse se heurte à la réalité, rappelle Stirling Bridge. Respectez votre ennemi. Respectez le terrain.
Respectez les mathématiques. L'échec signifie envoyer des armées au hachoir. L'écho résonne encore du jour où les paysans ont vaincu l'Empire. Quand les outsiders affrontent les géants, Stirling Bridge offre des plans et de l'inspiration. Utilisez ce que vous avez. Faites de la géographie votre allié. Parfois, le chemin le plus étroit mène à la plus grande victoire. 2 cavaliers de large, c'est tout ce qu'il a fallu pour changer l'histoire. Un pont si étroit qu'il a concentré une force écrasante. Un commandant si avide qu'il a ignoré les alternatives. Un gardien si patient qu'il laissa ses ennemis se piéger eux-mêmes. Le 11 septembre 1287, le jour où les lances écossaises ont révolutionné la science militaire. De ce pont de bois est née la liberté d'une nation. Wallace a donné à l'Écosse plus que la victoire. Il lui a donné l'espoir. Parfois, l'impossible n'est aucune question de mathématiques, de patience et de courage de lever l'épée le moment venu.